Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch, ici toutes les semaines, inlassablement, on résume, on analyse les émissions de la WWE, on parle catch, et on se retrouve aujourd'hui pour une émission, j'ai envie de dire, historique, un Monday Night Raw qui sort des sentiers battus, historique je vous dis, puisque c'est la season première de Monday Night Raw, on redémarre la saison sur les cendres de Crown Jewel. Pour m'accompagner dans cette analyse, l'inusable tonton Chris. Comment ça va, tonton? L'ignoble Ringside, salut les marques, salut Smart, salut Peuple le Catch-Up. Bah écoute, en pleine forme pour reviewer avec toi ce Monday Night Raw à Houston, au Texas. Ça y est, on est de retour au Texas, là. Don't mess with Texas. C'est ça, Toyota Center. Ouais, voilà. 25 octobre, un lieu chargé d'histoire. Hein. On en reparlera oui. tout au long de l'émission. Et bah pas plus tard que tout de suite, hein, rentrons dans le vif du sujet. Bon, on a nos analyses de la saison de première de SmackDown hein, qui est en ligne. Vous pouvez aussi trouver l'autre review de Crown Jewel. Tout ça c'est dispo. Fleuve, hein, bah oui, des heures et des heures d'écoute pour vous. On rentre dans le détail hein, sur le dernier pay-per-view qui se passait en Arabie Saoudite. Gros pay-per-view. Et puis effectivement le démarrage de SmackDown. La passation de ceinture entre Becky Lynch et Charlotte. On en parle longuement. Mais bon, là, on est là pour parler du show rouge. Donc, le 25 octobre 2021, Toyota Center, Houston, Texas. On démarre le show avec rien que moins que le champion Big E qui débarque au ring. Alors, il va faire de la petite pop, hein, il va faire un petit peu la pub de Houston. Hein, il nous rappelle qu'il y a DJ Screw qui vient de Houston et puis d'autres personnes qu'on connaît pas en France. Tout ça, c'est très bien. Il y a un gros chant de la foule hein, qui chante Let's Go Astros. Je suppose que ça doit être leur équipe de foot du coin. Biggie leur souhaite bonne chance. Hein, c'est le baseball. Ah, c'est du baseball, ok. Les footeux, la NFL, je crois que c'est les Titans ou les Oilers. Oh, je me souviens plus. Le patron aurait pu répondre à cette question en tant qu'aficionado de NFL. Et vous pouvez toujours nous faire un premier fact-checking, Peuple de Catch-Up, l'émission commence fort. Ouais, glissez ça dans les commentaires. L'équipe de football de Houston. Les Texans. Un kilo de bonbons à la clé. Alors Biggie continue son petit speech, hein, après s'être fait un petit peu ovationner, et il va notamment adresser des félicitations à notre nouveau roi du ring, notre nouveau King of the Ring qui a été couronné à Crown Jewel et puis qui a eu sa petite fiesta de célébration à SmackDown. On en parle dans notre review. C'est son frère de toujours, notre frère de toujours, Xavier Woods, qui est donc notre nouveau roi du ring, hein, son collègue du New Day. Il félicite aussi Drew McIntyre, hein, il dit que ça y est, il en a fini avec Drew McIntyre, mais que ça, en tout cas cet affrontement hein, qu'ils ont eu à Crown Jewel, toute cette rivalité, ça a permis à Biggie de progresser. Hein, il remercie pour ça Drew McIntyre. Il est devenu meilleur qu'il n'était il y a quelques semaines. Et maintenant, il se demande qui qui sera le prochain. Et ben là, tout simplement, il y a une musique qui retentit. Le top heel, le vrai méchant, le nouveau vrai méchant de Monday Night Raw, Seth Rollins qui débarque. Toujours dans ses costumes improbables. Il arrive au ring, il dit qu'il est pas content, il dit qu'il va falloir très rapidement qu'il récupère la ceinture de Big E. Big E il rigole, il dit mais tu te fous de ma gueule, t'as perdu contre Edge. Alors là, Rollins il s'énerve encore un peu plus, mais il dit qu'il veut absolument gagner le titre, mais Big E lui dit mais non, mais t'as perdu contre Edge, donc ça, par chez moi, ça veut dire que tu vas à la fin de la ligne, hein. Tu es à la fin de la queue là pour devenir le nouveau first contender comme on dit. Là il y a la musique de Rey Mysterio qui retentit et c'est Rey Mysterio qui débarque pour interrompre un petit peu toute cette histoire. Il explique que Rollins doit être il a dû se faire un petit peu trop taper la tête par Edge à Crown Jewel dans Hell in a Cell, puisque il croit qu'il va pouvoir passer devant Rey Mysterio. Hein, il fait un petit peu des jeux de mots sur les yeux. Hein, ils ont une longue rivalité, hein, Rollins et Mysterio autour d'un œil crevé, etc. On fait des petites allusions à ça. Et Mysterio explique il donne son palmarès, hein, qu'il a été plusieurs fois champion, poids lourd, qu'il a été... il a tout gagné, hein, Rey Mysterio, de toute façon. Et il est prêt à être champion encore une fois, one more time.
qui ferait n'importe quoi pour y arriver. Il est interrompu par la musique d'un autre intéressé par la position de first contender, c'est Finn Balor, qui redonne aussi son CV, 2 fois champion NXT, 2 fois champion intercontinental, et le premier champion universel de l'histoire. Il dit ça en se mettant face à Rollins, puisque c'était Rollins qui l'avait battu à l'époque pour devenir le premier champion universel de l'histoire. Ça avait duré qu'une journée, mais c'est déjà un accomplissement. Et allez, plus on est de fous, plus on rit. Troisième musique qui retentit, celle de Kevin Owens, qui débarque. Alors il dit, moi aussi j'ai envie de jouer au jeu des accomplissements et du palmarès. Donc il explique que notamment, alors il dit, il a été champion intercontinental, US, etc. etc. Et il dit que notamment il y a quelque chose qui s'est passé dans cette ville-là à Houston, il sait plus trop c'est quoi. Ah oui, c'est vrai, il a gagné le championnat universel. Et il dit aussi c'était face à Rollins aussi. Toi t'étais là, Rollins, ta tête elle était là, tes pieds ils étaient là-bas. Mais là-dessus, Rollins il en peut plus, il attaque Kevin Owens. C'est la bagarre générale. Là-dessus, il y a Sonya Deville qui débarque, cette cruche de Sonya Deville. Mais bon, elle a une bonne idée. Elle dit puisque c'est comme ça, on va déterminer le challenger via un Fatal 4-Way et pas n'importe quel Fatal 4-Way puisque ce sera un ladder match, un match de l'échelle. Et ça, ce sera le main event de la soirée, ce qui n'est pas pour ravir Rollins, qui est pas très content. Donc le classique, comment on appelle ça, les portes de saloon, où les mecs débarquent les uns après les autres. Et le champion qui ouvre le show. Est-ce que c'est une bonne entrée en matière pour cette nouvelle saison, mon bon tonton? Ouais, un segment super traditionnel à la WWE où tous les mecs débarquent les uns après les autres. Mais c'est bien, ils viennent se réclamer du titre, ils veulent qu'il y ait de la compétition. Donc même si c'est très traditionnel et que chacun balance son palmarès à la gueule de tout le monde, et ils ont bien raison parce que voilà le palmarès des 5 mecs qu'il y avait sur le ring, énorme, avec un Seth Rollins, un Grand Slam Champion, un Rey Mysterio, Grand Slam Champion. Enfin, je veux dire, tu vois, là, on est dans du lourd, là, on parle pas, là, tu vois, du locardeur du coin, quoi, tu vois. On parle pas de, je sais pas, moi, de Ashante Adonis. Non, là, on est sur des main eventers, finalement. On est dans le haut du panier, monsieur, là. On parle de très, très lourd. Donc, moi, écoute, j'étais ravi. Alors, effectivement, on pouvait grincer sur un truc. Enfin, en tout cas, moi, il y avait un truc sur lequel j'aurais peut-être pu grincer un peu. C'est sur le fait que les 4 mecs qui sont venus se déclarer, il y en a aucun qui a gagné dernièrement, quoi. Ils ont tous perdu. C'est tous des losers. Seth Rollins, il a perdu contre Edge. Finn Balor, il a perdu contre Woods. Enfin bref, tous des losers. Kevin Owens, il était en vacances. Kevin Owens, il était en RTT. Et Rey Mysterio, il faisait des... Et Rey Mysterio, il perdait des matchs aussi avec son fils dans différentes feux de croisée ou pas. Et donc voilà, c'est le seul truc un petit peu sur lequel je tiquerais. Mais franchement, quand Sonya Deville a pris le mic et qu'elle a annoncé que le main event, ça serait un ladder match avec ces 4 zigotos-là, j'étais ravi. Le seul truc, mais ça j'y reviendrai quand on reparlera un peu du main event, le seul truc moi sur lequel j'ai tiqué un peu dans ce segment, véritablement, c'est Biggie. Biggie un peu trop d'étoiles dans les yeux, un peu trop émerveillé, un peu trop all-star cet opener pour lui, j'ai eu la sensation. Il tenait moins la route, alors que il en a un beau palmarès aussi, lui, 2 fois champion intercontinental, champion du monde, 10 fois champion du monde par équipe. Donc lui aussi, mine de rien, il a un palmarès qui est là et qui tient la route, quoi. Donc si tu veux, moi j'ai trouvé en tout cas que c'était une super bonne façon de lancer ce Raw, cette fameuse saison première. Là ça y est, on est dedans, là on est Road to WrestleMania, Road to Survivor Series le 21 novembre. Donc là moi j'étais chaud, j'étais bouillant. Donc écoute, j'étais ravi qu'on nous offre un tel plateau, un tel line-up pour commencer Monday Night Raw. Là, j'aime quand voilà, là c'est le vaisseau amiral, là, tu vois. Là on nous envoie du lourd, on nous envoie du velu, on nous envoie du solide sur les appuis. Peut-être, quoi qu'il y a Kevin Owens, mais peut-être juste dans ce panorama manque un autre powerhouse, tu vois. Il y a le Biggie, mais les autres qui arrivent, c'est plus des techniciens, quoi. Mais ça fait plaisir. Franchement, ça m'a fait plaisir. Ouais, il n'y avait pas de gros masters, mais en même temps, on part sur un match de l'échelle. Peut-être que c'est pas plus mal. Alors, on a dégagé un petit peu pour quelques temps Bobby Lashley. Tu sais que c'est une des grandes spécialités du KO, les ladder match. Alors là, ouais, voilà, on
On a des mecs qui s'y connaissent quand même. Ouais. Non, et puis on a des mecs qui sont tout à fait imaginables en tant que champion, quoi. Donc y a aucun souci, moi je trouve, dans cette entrée en matière. Effectivement, je suis très content de voir tout le monde débarquer. Il y a des mecs qui ont besoin de se refaire, comme Finn Balor, hein, notamment. Mysterio, il a quand même sa place dans le main event. Kevin Owens, clairement aussi. Ça fait un moment qu'il est sous-utilisé à SmackDown. On va essayer. J'espère qu'il va avoir une grosse place à Monday Night Raw, quoi. Kevin Owens, surtout s'ils veulent le conserver. Bon, je sais pas si on peut tenir compte des rumeurs d'un potentiel départ à la All Elite Wrestling, mais Je sais pas s'il y a un potentiel départ. Quoi qu'il arrive, son contrat se termine en janvier 2022. Donc écoute, voilà. Donc s'ils veulent le conserver, donnez-lui de quoi faire. On sait qu'il se sent bien à la WWE de toute façon. mais oui. Kevin Owens. Ce serait quand même dommage de le perdre, hein. Ça ferait une grosse perte. Ouais, il est énorme. Enfin, moi, je serais vraiment triste de le voir partir, quoi. Donc, Mm, mm, mm. j'espère qu'il va avoir du programme. Je me suis beaucoup plaint là de son traitement à SmackDown. Donc, Ouais, j'espère ouais, que ouais. vraiment pour lui, ça va être une renaissance cette arrivée à Raw Mm. et qu'on est lancé sur belle rail. En tout cas, déjà, il est mis dans un match pour un title shot. Mm. Pour un number one contender match, donc déjà si tu veux. Et puis un autre truc, dernier point, tiens, au fait, sur cet opener, ce qui a changé aussi, c'est que on nous propose un contender match, un vrai contender match, pas un truc à la con avec le champion dans leur contenders quand ils rajoutent un S. Ouais, Le bah, je match, crois ça veut dire que le champion est là. Ah bah non, ils l'ont fait à SmackDown, hein. Donc si tu veux, ils auraient très bien pu pour Raw se faire un petit plaisir, mais ils l'ont pas fait. Là, on a un vrai match entre 4 challengers et ça c'est cool. ouais, je pense que ça a fait son temps, cette histoire de First Contender match là. On revient aux vraies valeurs de base. Ouais, voilà. Bah, écoute, tous ceux qui sont là, ils ont intérêt à enchaîner les victoires. Donc, eh ben, on verra dans ce main event, hein, ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir un beau match? On ne sait pas. Tiens, en parlant de match pour devenir le First Contender, on a un match justement pour le titre de First Contender pour les titres tag team. Et ben c'est Robert Roode et Dolph Ziggler, les chiens crasseux là, Dirty Dogs, qui affrontent les Street Profits et qui affrontent également l'Alpha Academy. C'est une triple threat. Donc les gagnants, ils affronteront même ce soir, hein, les champions RK Bro, c'est-à-dire Randy Orton et notre ami Riddle. Et donc on a un match 10 minutes 27, triple threat, alors avec une règle où il faut se faire le tag cette fois-ci. D'ailleurs à un moment donné, Dolph Ziggler va être séché par une prise d'un des deux Street Profits et il va falloir qu'Otis aille le chercher pour le ramener dans le coin et lui faire le tag, forcer le tag quoi si vous voulez, pour qu'il rentre dans le ring. Alors on a les Dirty Dogs quand même qui sont un peu mis hors jeu assez rapidement. Et après, on est plutôt sur un affrontement entre les Street Profits et donc les nouveaux arrivés, là, l'Alpha Academy. Les Street Profits aussi, hein. Tous, c'est des nouveaux arrivés, je crois, de toute façon. Ça se termine avec une domination des Street Profits, là, qui vont avec un Chase, non, comment il s'appelle Montesford qui va essayer de faire son Frog Splash, mais là, il y a Omos qui débarque. Il est menaçant. Montesford va être obligé de se jeter dessus. On peut le dire. Voilà. Et ben c'est le moment que va profiter Bobby Roode et Dolph Ziggler pour placer un finisher sur un des deux Street Profits là. Je sais plus lequel, c'est Dawkins hein, tout simplement, puisque Montesford il est sauté sur Omos, il a été bloqué et puis il a été un petit peu défoncé à travers une barricade. Je sais pas où sont les Alpha Academy là. À ce moment-là, ils sont un peu à la pêche. Hein, là, ouais, bah oui, ils ont été dégagés. Gable s'est pris un frog splash entre temps par Montesford. Et puis Otis il s'est pris un dive dans la gueule, donc ils sont un petit peu hors jeu. Hein, ça va être la conclusion du match en fait, hein, quand Montesford monte sur le coin du ring. Mais voilà, Homo c'est pas content, il vient, il fout la merde et les Dirty Dogs qui en profitent et qui se tapent. Qui gagne le match et qui se retrouve du coup first contender pour le match qui aura lieu un peu plus tard dans la soirée. Du coup un petit peu de catch hein, après ce segment au micro en début là, les confrontations. Est-ce que tu as trouvé que c'était un bon match ces nouveaux arrivants là, t'es content de les voir à Raw? Bah ouais, écoute, moi je dis petit feu d'artifice cet opener catchesque là, on a un petit match de 10 minutes 25. Avec pas forcément évidemment les Dirty Dogs attendus comme vainqueurs potentiels en plus quoi, parce qu'on se dit que les Street Profits à ce moment-là ont la grosse cote
Et du coup, derrière, on a un bon match, quoi. Et vraiment, c'était cool avec finalement notre ami Otis qui se retrouve en powerhouse de toute cette troupe là. Et puis écoute, hein, les chiens crasseux comme tu les appelles, les chiens crasseux, ils ont toujours du mordant, hein, les chiens crasseux. Hein. Ils sont en pleine toujours shape. Hein. leur épingle du Le jeu. Dolphin et le Robert, ça va bien. Hein, ils sont en pleine forme, vraiment physiquement, ils sont éblouissants. Ils sont même un peu énervants. Et, Quel et, chep. et du coup, quel chep formidable. Et on a été au bout du bout dans un super match. L'intervention d'Omos qui était presque pas une surprise, hein, parce que c'était quasiment la suite logique et consécutive à ce qui s'était passé à Crown Jewel et tout ça. Ou à SmackDown, je sais plus. Enfin bref, je sais plus. Enfin bref, Omos a un gros problème avec les Street Profits apparemment de toute façon. Donc, il est je pense raciste, je crois qu'il aime pas les noirs. je pense que ça va se régler assez vite cette affaire. Et finalement, les Dirty Dogs se retrouvent quand même à devoir faire un deuxième match dans la soirée, ce qui est pas rien. Et après un premier match de quasiment 11 minutes, quoi. Donc félicitations à Dolph et à Robert. Bravo à tous les deux. Super match, c'était sympa. Moi, je suis content aussi de voir l'Alpha Academy dans le coin. On est content pour tout le monde. Alors, il se susurre que Omos est venu seul parce que AJ Styles serait blessé, un petit peu convalescent là, à l'heure actuelle. Donc, ça nous laisse un Omos un petit peu en solo. Bon, si c'est pour venir faire des interventions comme ça, il n'y a pas de souci. Surtout qu'il vaut bien 2 personnes, hein, Omos, de toute façon. Ouais, ça va, ouais. Voilà. Pour la suite, c'est l'heure de passer encore un petit moment historique, puisque c'est le couronnement, la célébration de la première reine du ring de tous les temps, la Queen, Zelina Vega. Et oui, c'est Queen Zelina, il faut l'appeler maintenant. Elle est pas trop contente quand elle arrive de la manière dont Mike Rom l'a présentée, donc elle lui fait refaire tout. Elle raconte un peu qu'elle est contente d'avoir gagné, qu'elle le mérite. Hein, il était temps que ça arrive. Hein, on reconnaît enfin son talent. Est-ce qu'elle sera une reine? Il fait pas bon de déconner avec les annonceurs en ce moment en plus. Hein, donc Mike Rom, il avait intérêt à assurer, hein, parce que ouais, c'est ça. Hein, Greg Hamilton en sait quelque chose, lui qui vient d'être purement et simplement licencié. Voilà, le petit. Ouais, c'est dommage, il faisait du bon boulot, lui. Je sais pas pourquoi, je sais pas quelle est la raison que ce gars-là a été mis dehors. Encore des économies, je pense. On lui souhaite le meilleur pour la suite. Alors Zelina, elle dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais être une reine d'amour ou une reine qui inspirera la peur? Un peu des deux. Elle se moque un peu de tout le monde. Elle se moque notamment de Doudrop. Alors il y a toutes les filles qui sont dans les vestiaires et qui regardent ce qui se passe en fait à la télé. Doudrop, elle s'énerve et puis elle va directement au ring. Elle lance un défi. Et puis après, on a un match. Zelina Vega, elle se fait quand même bien défoncer par Doudrop. C'est pas un match très long, hein, ça dure 2 minutes 32. Et puis, finalement, Zelina va enlever un des coins du ring. Donc là, l'arbitre, il va dire il faut que je remette le coin du ring. Et dans le dos de l'arbitre, elle va en profiter pour utiliser son tout nouveau sceptre et le mettre dans la gueule de Doudrop, qui se retrouve au tapis. Le temps que l'arbitre se retourne, Zelina fait le tomber. 1, 2, 3. Victoire de Zelina Vega dans l'indifférence générale, j'ai envie de dire. Voilà, la nouvelle reine. Ouais. Zelina Vega. Ça aussi, c'est. En même temps, c'est historique, en même temps, c'est du classique, quoi. Elle retourne un peu aux bases de ce que faisaient les mecs aussi à une époque dans les années 80, quoi. Alors je m'auto fact-checking parce que en fait l'équipe de NFL de Houston, c'est les Texans, tout simplement, The Texans of Houston. Et pour le coup, juste pour dire que pour le coup les Texans de Houston, ils en avaient à peu près rien à foutre de ce couronnement. Hein, on peut résumer ça comme ça. Je crois que c'était pas dispensable parce qu'il fallait bien le faire, mais c'était totalement sans intérêt particulier. Le match derrière, pas beaucoup plus, 2 minutes 30. Voilà, Doudrop qui arrive toute vénère, etc. Puis pour finalement perdre, finalement assez piteux. Ça triche. Ouais, elle a triche, c'est sûr.
Mais c'est un peu piteux quand même, quoi. Donc vraiment un segment comme j'ai envie de dire beaucoup segments féminins de la low card et de la mid card féminine depuis plusieurs semaines. Et voilà, on passe d'un extrême à un autre avec la division féminine, quoi. Vraiment, la low card mid card c'est assez catastrophique, alors que dans le main event ça bouillonne comme jamais. Ouais, bon, c'était un peu long, mais je trouve que Zelina Vega, elle a plutôt bien joué. Ouais, mais sa comme le prestation public au en avait micro. rien à foutre, Mais effectivement, quand le permanent, mais bon, elle s'est ça, même pas tu peux fait, pas. tu vois, chambrer vraiment fort et tout. Il y a eu un peu de Ouais, non, watts. bah, ça a pas Et fonctionné, puis, mais elle ça a a pas pas fonctionné, quoi. elle a pas démérité, je trouve, Ah non, non, je dans n'en veux son pas passage. à elle particulièrement. J'aurais aimé, en fait, si tu veux, que le public soit plus kayfabe sur ce coup-là. Et vraiment qu'elle ait droit à une grosse bronca. Ça aurait été cool. Et en Ouais. fait, à part un moment où elle disserte un peu et qu'elle a le droit à une série de watts. Elle aurait dû faire de la chip pop et critiquer un petit peu Ouais, Houston. peut-être, ouais. Ouais, peut-être, Pas de la peut-être, chip peut-être. hit plutôt. C'est ce qu'a fait Seth Rollins magnifiquement dans l'opener. Voilà. Voilà. En deux phrases, même pas, Mm. en 6 mots, il avait déjà retourné toute la salle de Houston en critiquant les Astros, etc. Donc voilà, c'est parfait. Mais on sent qu'elle avait bien appris son texte par cœur, donc elle est peut-être pas partie dans l'improvisation. Bon, on reste chez les nanas. Vas-y. On a Becky Lynch qui débarque pour le T'aurais début de la même, t'aurais deuxième même ère. pu évacuer d'abord Carmella et Liv, qu'on termine par les filles du main event au moins. Ah bon, on y reviendra après, hein, On y reviendra après. dites donc. On fait les choses dans l'ordre, chacun son tour d'honneur, un peu de respect pour la division féminine. Alors, c'est Becky Lynch qui débarque. Bon, grosse pop, des huées quand même, hein, parce que quand même elle est méchante. Elle a un Moi j'ai bien superbe aimé cette tenue. tenue. Oui, c'est ce que j'allais dire. Très très belle tenue. Ah, les deux d'ailleurs. Les deux d'ailleurs, exactement. Alors, Puissarde de Bianca. oui, ouais, bah là, toutes les filles étaient très en beauté ce soir, il faut le dire. Donc Becky Lynch, elle dit bon ça y est, j'en ai fini avec Bianca Belair. Hein, qui c'est que vous voulez voir battre maintenant? Vous voulez que je batte Rhea Ripley? Ah oui, vous la détestez Rhea Ripley. Hein, vous voulez que je la batte? Liv Morgan, ça vous dit pas que je batte Liv Morgan? Etc. etc. Là-dessus, il y a Bianca Belair qui débarque. Hein, elle dit mais dis donc, tu t'emballes un petit peu. C'est pas moi qui ai perdu le match. Hein. Il y a eu un triple threat à Crown Jewel, hein, je vous le rappelle, mais Becky Lynch a rivé les épaules au sol de Sasha Banks et pas de Bianca Belair. Et en plus, elle a triché parce qu'elle a tenu les cordes. Et ça, tout ça, elle le lui rappelle, Bianca Belair. Donc là-dessus, ça se continue à se chamailler. Hein. Becky Lynch, elle sort des photos de la face de Bianca Belair après sa défaite. Là, on voit qu'elle est triste, etc. etc. Bon, tout ça c'est très bien, puis finalement ça se fout sur la gueule. Hein. Il y a des petites insultes. Hein. Get to the back of the line, bitch, dit Becky Lynch à Bianca Belair. Là, c'en est trop. Elle se fait attaquer. Becky Lynch se fait défoncer. Hein. Bianca Belair l'exporte à l'extérieur du ring. Elle va la prendre, la jeter sur la table des commentateurs. Becky Lynch va essayer de se défendre avec un kendo stick sorti de nulle part là, mais ça fonctionnera pas. Bianca Belair va vraiment la défoncer. Du moins elle va essayer de tenter son finish, mais Becky Lynch va esquiver en lui arrachant les yeux et elle va la placer en Russian leg sweep avec le kendo stick. Et Becky Lynch s'en va en disant qu'elle accepte le match contre Bianca Belair, mais pas ce soir. Elle est furieuse. La foule était un petit peu partagée entre les deux. Ça a bien bastonné sec. Ça a peut-être blablaté un petit peu longtemps avant qu'on en vienne aux mains. Mais en tout cas, elles étaient joliment vêtues. Est-ce que ça t'a plu, toi, ces filles du main event qui bouillonnent, là, comme tu disais? Eh ben complètement Complètement, emballé. top, Bah hein. tu vois, moi j'ai même pas trouvé ça long au niveau du micro. J'ai trouvé Bianca Belair excellente de A à Z. Alors voilà, comme on l'a dit, hein, elles étaient toutes les deux très belles, donc c'était en plus d'autant plus agréable. Et Becky finalement dans son registre assez habituel avec cette phrase de bitch comme tu l'as signalé. Mais moi c'est surtout Bianca Belair que j'ai trouvé superbe dans cette promo. Et comment elle a expliqué en fait comment du fait qu'elle avait pas pris le tombé durant le triple menace de Crown Jewel
et que donc elle avait déjà battu Banks, Bayley, Charlotte, qu'elle était à 2 doigts du 4 à la suite dans les Four Horsewomen. Donc c'est logique maintenant qu'elle veuille affronter Becky Lynch pour en finir une bonne fois pour toutes et enfin battre la Becky, quoi. Et vraiment, non, c'était vraiment, elle met le doigt là où ça fait mal aussi, hein, parce qu'elle parle du fait que Lynch, elle a pas supporté de l'avoir apprécié par le public, qu'elle a besoin du titre pour exister, et ça c'est assez vrai, et pas seulement que dans la storyline. La WWE, des fois, elle a un peu du mal à savoir quoi faire avec ses top stars, hein, quand elles ont pas le titre, quoi. Et tout ça, j'ai trouvé que c'était fin, que c'était bien joué, sur un ton, elle est dans l'agressivité, mais pas, tu vois, pas au-delà. C'est l'agressivité, ça part vraiment au moment où ça part en cahuète, quoi. Et c'est bien que ça parte en cahuète, quoi. J'ai trouvé ça cool. C'était très impressionnant, hein, le passage à tabac. Alors je m'attendais pas. Et qu'elle lâchait sur les commentateurs là, c'était très très. Ouais. Je m'attends pas à ce que y a un match en fait qui soit envoyé dans la foulée parce que je trouve qu'elles étaient pas habillées pour en fait. Ouais. Et ça aurait été ou alors peut-être on nous aurait relancé un match pour l'après, mais finalement bon, c'est pas ce qui s'est passé. Là, c'était un segment, tout ce qu'il y a de. Ouais, mais c'était en match, c'est ça qui fait avancer la rivalité, quoi. Exactement. Et c'était parfait, ça a été super bien fait de la part des deux femmes et ouais, il n'y a que du bien à dire sur ce segment féminin. Voilà, le main event, voilà. Les main eventeuses, à la WWE, il y a pas à chier, c'est du top classe mondial, quoi. Mais dès qu'on descend dans la lobby de cartes, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, les patronnes en action, une belle réussite. Pour moi, elles sont à l'heure actuelle, on va dire 6, peut-être 7, allez, en tout cas 6 vraiment au niveau du main event qui vraiment, vraiment sont actuellement au-dessus de toutes les autres, quoi. Et le reste vivote, quoi. C'est ça, mais c'est pas grave, hein, on n'est pas obligé d'avoir du catch féminin en vérité, hein, donc on se le coltine, et puis c'est tout. Moi je me le coltine pas, c'est un plaisir, moi je suis désolé. Oui, voilà, c'est bien pour ça que tu rechignes à regarder la low card de la division féminine. Ah non, mais c'est pas que je rechigne, je la regarde en plus, mais c'est que je trouve que c'est très mauvais. Mais c'est voilà, en tout cas, je trouve que la WWE gère sa low card féminine de manière assez catastrophique, mais on pourrait presque en dire la même chose au niveau masculin, hein, quand une petite pensée pour nos amis du 24/7, hein, on vous fait un coucou, hein. Oui, bon, si on peut les oublier aussi. Les mecs de 205 live, hein. Les mecs c'est fini 205 live, hein. Maintenant. C'est vrai, c'est fini 205 live. Ça existe toujours, mais c'est une annexe de NXT, hein. Maintenant, il y a des femmes, il y a des. Ah, mais ça existe toujours. Il y a plus de cruiserweight, hein. Ah, il y a plus de cruiserweight à 205 live, c'est con alors de les appeler comme ça alors. Ben voilà, c'est des matchs en plus de NXT. D'accord, ok. C'est pas plus mal, certains diront, mais bon. On s'en fout quand même, hein, de tout. Alors, les vestiaires, Kevin Owens, il va discuter avec Finn Balor. Ils s'aiment bien, ils sont copains, mais ce soir, chacun pour soi. Hein. Ouais, pour tous. Hein. Ça aussi, c'est un segment qui est classique de chez classique. Alors, WrestleMania, ce sera sur 2 soirs. Hein. Oui, encore une fois. Ça a été confirmé. Bah, toute la carte, j'ai envie de dire, des pay-per-view 2022 a été annoncée cette semaine. Je sais pas si c'est au début de semaine, quelque chose comme ça. Alors, malheureusement, je sais pas si tu as vu, mais bon, TLC a été supprimé, Elimination Chamber a été supprimé. Et alors en fait, moi c'est la liste que j'ai vue, il y avait juste les noms pour Royal Rumble, enfin les Big Four, le Money in the Bank, et le reste c'était... il n'y avait pas de nom, quoi. Il y avait les dates, mais il n'y avait pas de nom. Ouais, alors je ne sais pas s'ils vont pas les déplacer ou toi tu as vu une version où il y avait TLC, tous les noms. Alors TLC c'est officiel, TLC ça saute, donc il n'y aura pas TLC au mois de décembre. Comment ? Cette année ou l'année prochaine ? Cette année, ouais, ça. Ouais, cette année 2021. Et 2022, il n'y avait pas de date en décembre encore une fois d'ailleurs. Hein. Il y a un pay-per-view le 1er janvier. Ouais. Et après il y a le Rumble dans le mois de janvier. Ouais. Et après, en fait, ils ont laissé un trou en février qui va certainement être un des 2 shows d'Arabie Saoudite, puisque en octobre est prévu l'autre Crown Jewel. Donc, ils reprennent. Je crois ils sont à 11 pay-per-view. C'est ça. Ou 12. 11 ou 12. Et la petite info, c'est que ce sera l'année où il y aura le plus de pay-per-view dans des stades de toute l'histoire de la WWE. Ouais. Donc attention. Et moins d'événements, mais des plus gros. Et quand ils seront dans des grosses salles d'intérieur, comme le Madison Square Garden, des choses comme ça, en fait, ils veulent multiplier les shows un peu spéciaux
Comme ils ont fait avec le SmackDown Supersized, tu vois, ils ont des trucs un peu Raw Breakdown. Il va y avoir, à mon avis, différentes petites choses comme ça. Ouais. Ils nous c'est l'ont pas dit. mal. Si on nous laisse un petit peu de mystère sur quels sont les pay-per-view qui sont pas ceux des Big Four, moi je trouve ça pas plus mal parce qu'avoir toujours Je suis d'accord, ouais. les mêmes pay-per-view au même moment dans l'année, c'était un petit peu trop répétitif à mon goût, hein. En particulier l'Elimination Chamber là qui était placé tout le temps avant Mania là, je trouvais pas ça des. Alors si ça reste comme ça, s'ils nous refont pas la même chose, on verra bien. Mais moi, je suis plutôt optimiste là-dessus. Moi, je suis assez d'accord qu'ils nous laissent de la surprise comme ça. De toute façon, les Big Four, on sait toujours, c'est immuable depuis 40 ans, toujours à la même époque, machin, etc. Mais c'est pas mal, qu'il y ait qui plane un peu d'incertitude sur les différents pay-per-view de l'année. Donc, écoute. Puis maintenant, on est habitué, on sait que pour l'Arabie Saoudite, on n'y coupe pas. Dorénavant, c'est deux pay-per-view par an en Arabie Saoudite. C'est comme ça fait partie du paysage WWE. Et on n'y échappera pas, et c'est ainsi. Ce qui est bien, ce qu'on aura pu constater, on en avait parlé pendant la review de Crown Jewel, c'est que enfin le pay-per-view est vraiment inséré au niveau du booking, etc. Alors qu'avant c'était un espèce d'house show à 50 millions de dollars. Là au moins il y a eu un vrai boulot, tu vois, quoi, dans le mois qui a précédé le Crown Jewel pour booker véritablement le pay-per-view, et du coup la carte était pas dégueulasse, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Eh ben, on a eu un petit graphique sur le Bearcat Kifli, qu'on verra un peu plus tard dans l'émission, hein. On nous annonce que ce soir, Kifli le Bearcat sera là, le chat ours. Mais pour l'instant, on a un match où le titre n'est pas en jeu entre Damian Priest, le champion US, qui débarque avec une nouvelle musique. Je sais pas si. Je pense que c'est nouveau, hein, ça, cette semaine, sa nouvelle musique. L'entrée avec les flèches enflammées, là, sa petite danse, etc. Pas plus mal, je trouve. Ah ouais, c'était relou, ça prenait 15 heures. C'est bon. Ça, c'est les trucs qui leur apprennent à faire à NXT qui servent à rien, hein. Bon, bref, un peu de sobriété. La musique est peut-être moins bien, par contre. Ça, pas toujours facile de faire des bonnes musiques. Il affronte ce soir T-Bar, hein, ex Dominique Dijak ou Donovan Dijakovic, où vous le connaissiez, qui faisait partie de Rétribution, qui est tout seul, hein, il est plus en équipe avec Mace maintenant, parce que Mace est à SmackDown. Il va faire forte impression quand même, ce bon vieux T-Bar, là, en tenant la dragée haute à Damian Priest. Ça va être assez violent le match, hein. Il a des gros coups, gros power move là de T-Bar. Des coups de pied tournoyants, des choses comme ça. Et puis ils vont s'exporter à l'extérieur du ring. Et là, T-Bar va prendre le fauteuil des commentateurs et le jeter à la gueule de Damian Priest. Et du coup, c'est la disqualification de T-Bar. Mais alors là, par contre, Damian Priest, ça lui plaît pas du tout de se prendre un fauteuil dans la gueule. Il va rentrer dans une rage folle. Il va défoncer T-Bar, grosse clothesline dans la gueule, et après il va prendre le fauteuil, il va lui craser sur la gueule, et puis il va commencer à le passer à tabac pendant un bon moment. Ça va faire mal, et puis on termine là-dessus sur un Damian Priest un peu taré là, qui vient de défoncer T-Bar. T-Bar qui n'a pas démérité, je le répète. Est-ce que tu as été convaincu par cette performance de l'ancien membre de Reckoning? Ouais, enfin, je sais pas, le match a été quand même assez rapide, ça a duré 2 minutes 40. J'ai eu presque eu la sensation d'ailleurs que ce qui s'est passé ringside a été beaucoup plus long que ce qui s'est passé dans le ring au final. Et puis vraiment le truc à noter, ouais, c'est un peu le changement de packaging pour l'ami Damian Priest. On lui a changé sa musique, on lui a changé son entrée. Et puis surtout, on est en train de changer un peu son personnage. On est en train d'essayer de nous montrer un aspect un peu dark du champion US là. Donc voilà, comme tu l'as dit, à qui ça a vraiment, mais vraiment pas plu du tout de se prendre la chaise à travers la tronche. Et qui du coup, il y a eu grosse vengeance sur un Dominic Dijakovic, sur un T-Bar. Enfin, apparemment, il va rester s'appeler T-Bar, donc de toute façon. Mais ils n'ont pas changé son gimmick à lui. On va faire avec ça, quoi. Et du coup, ouais, bon, c'est un peu dommage. Peut-être, voilà, un match que moi j'aurais bien aimé en voir un petit peu plus, mais voilà, c'est peut-être une rivalité qui se lance sur le titre US. Après tout, c'est le départ, c'est la season première. Donc, écoute, on verra bien la suite. En tout cas, on constate effectivement qu'ils ont apporté quelques changements, en particulier aux champions. Ouais,
Moi, j'ai bien aimé tout ce segment. Le match était cool, même si rapide. J'ai bien aimé le retournement là à la fin, le coup de chaise dans la gueule, le passage à tabac bien violent. Je suis complètement convaincu par cette histoire. Je suis curieux de voir la suite pour Damien Priest. Là, j'aime bien ce fait qu'avec la nouvelle saison, il modifie un petit peu les persos. C'est pas plus mal. Tiens, en parlant de rénovation du sol au plafond, Carmella est là. Elle est backstage, elle nous explique que ce soir, je sais pas trop ce qu'elle nous explique, j'ai pas vraiment écouté. Elle affronte Liv Morgan et elle a donc Carmella son masque qui lui protège le visage parce qu'elle supporte pas qu'on puisse lui faire mal au visage. Donc il y a un match avec avec Liv Morgan, ça va durer 3 minutes 6. Et Carmella, alors après un petit passage aussi à l'extérieur où on va un petit peu teaser ce bon vieux Corey Graves, là ils vont se marier, Carmella et Corey Graves, là ça y est. On vient un peu lui faire des papouilles, tout ça, on se fait un petit peu asticoter par Liv Morgan aussi. Et puis finalement, quand Liv Morgan remonte dans le ring, elle se fait bloquer par un espèce de sling facebuster là, par Carmella, un finish un petit peu tournoyant. Liv Morgan ne se relève pas. 1, 2, 3, victoire de Carmella qui après le match enlève son masque pour révéler son visage qui ressemble étrangement à son masque. Qu'est-ce que... Bah, tu t'aimes pas ça, toi, de tout? Non, moi je le dis tout de suite, j'aime pas. En plus, j'aime d'autant moins que là, c'est vraiment une affaire où on prend les mêmes et on recommence. Elles faisaient la même chose à SmackDown, elles sont en train de refaire la même chose à Raw. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Carmella a une espèce de plan un peu pourri. En l'occurrence, elle a surtout un plan de mariage avec Corey Graves. Et voilà, vraiment pour moi aucun intérêt. On peut constater que le public de Houston en tout cas était toujours autant derrière Liv Morgan. Il n'y a pas de problème là-dessus. Elle est continuée à être over auprès du public en tant que babyface. Mais pour moi, c'est vraiment zéro intérêt, quoi. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt à tout ça, aussi bien à Carmella qu'à Liv Morgan. Elles ont vraiment beaucoup d'intérêt. D'accord. c'est le même mec qui, il y a 5 minutes, vient de vous dire qu'il fallait pas regarder la division féminine. Mais bon, c'est pas grave. Ça dépend de qui est en vedette. Là, Carmella, quand même. Alors, Keith Birkatley, c'est l'heure de son petit match de présentation. Il affronte quand même Cédric Alexander, ancien champion tag team, ancien champion cruiser. Il va pas pouvoir faire grand chose, Cédric Alexander. Il va se faire balader d'un côté à l'autre du ring là. Il va quand même réussir à esquiver à un moment donné Keith Lee là qui se jette dans le coin du ring. Mais bon, Keith Lee, nouvelle attitude, il pousse des hurlements là. Au bout d'un moment, il va prendre Cédric Alexander puis l'exploser au sol avec son finisher là, gros power slam des familles. Aussi, match court, 2 minutes 27. Il y a Shelton Benjamin qui est venu accompagner Cédric Alexander. On vous rappelle qu'ils forment le Hurt Business à eux deux. Shelton Benjamin va faire mine d'attaquer Keith Lee dans le dos, mais Keith Lee va se retourner. Alors du coup, il va reculer. Shelton Benjamin, il dit c'est cool, c'est bon, ça se passe. Donc je suppose que la semaine prochaine, on aura quand même un match Keith Lee Shelton Benjamin. Et donc nouvelle attitude pour Keith Lee qui joue le Bearcat, le chat ours. Il pousse des hurlements, il tire la gueule, finit le mec à la cool. C'est Bearcat Lee le monstre du ring quoi quelque part. Un grizzly. Ouais, est-ce que ça fonctionne avec toi ce nouveau Keith Lee ou t'es nostalgique de l'ancien Keith Lee? Keith Lee aime le chat ours et ça se voit, au vu de sa grenouillère. Écoute, après 70 dark match, parce que Keith Lee, en fait, c'était devenu un running gag, Keith Lee ces derniers mois. On n'en parlait que en dark match. Et donc enfin, il est de retour à l'antenne. Il revient en gros destructeur. Moi, je l'aime bien en gros destructeur. Il a eu une période à NXT en heel où il était très bon et ça m'allait tout à fait. Je pense que c'est le genre de gars qui aura pas de difficulté de toute façon dans des turns. Si un jour ils ont besoin de le refaire passer en face, etc., il y aura pas trop de problèmes. Donc moi je suis plutôt content de le revoir. Constater, il affronte Cédric Alexander qui sait y faire quand même pour pouvoir mettre en valeur un mec comme ça. Ouais. Donc du coup c'était plutôt pas mal foutu cette affaire. Et curieux de voir un peu ce qui va être réservé à notre ami Burkhat et puis
Et puis, vers quelle sphère il va être envoyé, le titre US, le main event, hein, il peut, voilà, il est vraiment là, on le verra pas dans un cadre de tag team dans un premier temps. Je pense qu'il est vraiment lancé sur un push individuel. Mm. Donc, affaire à suivre avec le Burkat Lee, quoi. Ouais, si la santé suit, hein, on sait qu'il a été gravement malade avec des problèmes cardiaques suite au Covid. Voilà, si la santé est là, sky is the limit pour Keith Lee, hein, j'ai envie de dire. Un beau favori au Rumble. Ouais. Si vraiment ils le construisent bien, là, tu vois, là, entre la fin octobre jusqu'à la fin janvier, là, alors ça nous fait ça fait 3 mois. Allez, pendant 3 mois, qu'ils font une belle construction avec Keith Lee, qui nous le balance en Rumble parmi le top 5 des favoris, quoi, tu vois. Ouais. Non, c'est bien qu'ils voilà, ils partent sur une nouvelle lancée. BR4, ça ou autre chose, hein, comme je disais. On s'en fout, l'important c'est qu'il assure dans le ring, et c'est toujours le cas. Puis voilà, quand t'as un gros balèze comme ça, faut en faire un monstre. Alors, c'est quoi l'inverse d'un gros balèze? C'est Dominique Mysterio. C'est James Ellsworth. Non, Dominique Mysterio, le James Ellsworth mexicain, qui vient voir son père, Rey Mysterio. Là, on lui dit, ouais, ce soir, ça fait plaisir. Rey Mysterio, il dit, ah, c'est bien mon fils, je t'aime beaucoup. Et puis là, il y a Austin Theory qui débarque et qui fait, waouh, Rey Mysterio, incroyable. On peut faire un selfie. Et puis il regarde Dominique et puis il dit, tiens, bah tu veux pas prendre la photo, hein? J'ai pas trop envie que tu sois sur la photo en fait. Dominique Mysterio, il se démonte pas, il dit, écoute, moi je prends pas de photo. Un photographe. Je suis pas photographe. Et puis si t'es pas content, c'est pas ton locker room en plus, hein. Donc tu bouges. Là, Austin Theory, il lui dit, bah viens, on va s'affronter dans le ring. Dominique Mysterio accepte le challenge sans se démonter. Rey Mysterio, son père, est fier de lui, hein, forcément. Il dit, bien joué, respect. Hein, c'est un peu le papa copain, hein, Rey Mysterio. Et donc après, on a un match entre Austin Theory, hein, et Dominique Mysterio. Match de 2 minutes 57 où Dominique Mysterio fait ce qu'il peut, mais il ne survivra pas. Austin Theory est trop fort. Voilà, il lui place son finisher là, son espèce de FU, enfin d'adjustment theory, non adjustment, je sais plus quoi là, la prise de John Cena, mais où tu termines la tête sur le genou d'Austin Theory. Un joli finish. Victoire donc de Austin Theory. Nouvelle victoire à son actif. Voilà, donc un sale con, hein, ce Austin Theory, mais quand même sacrément impressionnant dans le ring. Surtout face à un Dominique Mysterio, un peu petite tablette comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on a pensé, mon bon? Assez insupportable, Austin Theory. C'est dans la continuité de ce qu'il faisait à NXT, en fait, pas mal quand il était dans le clan The Way. Or, le match est pareil, encore une fois, assez anecdotique. Moins de 3 minutes, on peut pas vraiment dire qu'il y ait le temps de développer un peu quelque chose dans le ring. Après, c'est bien, ce que j'ai trouvé sympa, en fait, finalement, l'aspect de ce match, c'était le fait que là, on est 2 mecs très jeunes, à qui on donne une chance le lundi soir dans le vaisseau amiral, à qui on dit, allez, là, ce soir, là, vous prenez, avec les entrées, avec le package dans les coulisses, etc., vous avez le droit à 10 minutes, 8-10 minutes d'antenne, donc les chiez pas. Et donc ça, si tu veux, je trouve ça assez honorable. Donc c'est pour ça que je tire pas sur ce genre de segment. Ça construit Austin Theory, hein, qui continue là à gagner des matchs petit à petit là. Après Jeff Hardy, maintenant Dominique Mysterio. On va voir la suite avec lui. Il peut effectivement, en tant que heel, en tout cas, être assez insupportable et assez vite agaçant. Ouais. Il se moquait d'Eddie Guerrero notamment, il refaisait les oui, tout à fait, ouais. Et puis, mais alors par contre, on sentait bien que c'était lui qui dirigeait le match, hein. Mysterio, il avait l'air un petit peu, hein. Clairement, il n'a pas le niveau, hein, Dominique Mysterio. C'est un peu dommage. Petit problème de selling aussi, du fait de tout ça. Mais bon, moi, j'attends beaucoup d'Austin Theory. Je pense qu'il ira loin. Dominique Mysterio, il est là pour faire plaisir à papa.
Ouais, mais et puis moi je pense que Mais, Dominique, de toute il est façon, quand même c'est. assez populaire. Ouais. Ouais, il est assez populaire, mais en plus, par contre, moi je crois pas du tout à son run individuel. Je pense que c'est un môme qu'il faut Il a pas de physique. Hein. Ouais, ouais, c'est un môme qu'il faut remettre en équipe pour l'instant, qu'il faut faire Mm. travailler en équipe. Faut qu'il prenne des bras, qu'il prenne des épaules, Ouais. qu'il prenne quelques poils au menton. Tu vois, là, il manque Mm. vraiment, vraiment trop de tout. Donc, Ouais. je trouve que c'est un peu prématuré de le balancer en individuel comme ça. Mais en l'occurrence, il vient pour jobber. Donc, voilà, Ouais. il job, il apprend le métier, le jeune Il homme. apprend le métier, voilà. Hein, on va lui laisser le temps, il est là pour un moment. Et puis il accroche quand même bien avec le public. Hein. Les gens sont contents de le voir. Là, ils ont Ouais. fait cette petite pause où ils regardent le public un peu dans tous les sens. C'était pas mal. Allez, on avance. Et ben, on a Riddle et Orton qui sont en train de discuter dans les vestiaires. Comme d'habitude, Riddle raconte n'importe quoi. Orton le calme. Il dit bon, allez, on va aller se battre maintenant. On nous apprend que Veer va venir à Raw. On en a rien à foutre. Ouais, c'est à peu près Et, ça. voilà. Et on a le match ensuite donc entre Randy Orton et Riddle, RK Bro contre Robert Roode et Dolph Ziggler. Alors un match à pont plus long là, 11 minutes 39 de match. C'est d'un côté comme de l'autre, on déroule un peu son catch. Mais évidemment, hein, c'est quand même RK Bro qui gagne le match. Avec un petit paquet de Riddle hein, Une sur espèce de petit. Ziggler. Alors, par contre, t'as un petit paquet assez technique. Je sais pas si Ouais, t'as fait technique, gaffe. hein, ouais, ouais. Il lui Ouais. prend en fait un bras, une jambe, il l'emmène Ouais. en s'appuyant avec les reins sur le visage Mm. et pour tenir les épaules. Enfin, vraiment un petit package pour une fois, tu vois, un truc un peu original. Pas le bon vieux roll-up des familles ou le small package habituel. Donc c'était voilà, c'était pas mal. Mais euh, mais le match était vachement sympa en lui-même. Hein. Moi, Ouais, ouais, non, c'était très cool. Hein. moi, j'ai bien adhéré, hein, j'ai trouvé ça bien cool, hein, là, avec des bons sellers et tout ça, comme quand t'as un Dolph dans le ring, tu sais que chaque prise va être bien envoyée comme il faut. Mm. Toute la phase à la fin, là, avec le RKO du Randy Orton. Randy, ça marche à fond avec le public aussi, lui. Hein, là, Ouais, ouais, il j'aime a- bien cette nouvelle attitude là, Orton dans le ring, un peu de jouer avec le public et tout. Il a changé un petit peu son move, sa façon de bouger dans le ring, je trouve que c'est bien, il se Ouais, et puis, renouvelle. Hein. Mm. et là, il est hyper populaire en tant que babyface. Ça se passe super bien. Le mec un peu blasé, le grand frère un peu blasé de Riddle qui dit n'importe quoi toute la journée. Mm. Le duo fonctionne bien. Ils tiennent bien le titre, hein. Ils tiennent bien le titre, Ouais, hein. ouais. Ça rigole pas hein, depuis qu'ils Mm, ont le mm, règne. Hein. mm. Ils l'ont déjà défendu. Là, direct, ils reviennent pour la saison de première. Ils ont des number one contenders avec deux vétérans. Donc derrière, on sort un match. Les deux vétérans, on peut encore les louanger parce qu'ils auront quand même fait l'opener d'Euro et derrière un match de 12 minutes face à Orton et Riddle. Donc non, écoute, encore une fois, un truc bien sympa pour la Tag Team Division de Monday Night Raw. Mm. Exactement. La suite, c'est Kevin Patrick alors c'est le petit intervieweur qui ressemble à rien là, qui va interviewer Rollins. Il lui demande est-ce que vous avez une cible dans le dos? Et Rollins lui dit oui, j'ai une cible dans le dos. C'est vrai. Ensuite, on nous résume un petit peu la rivalité entre Bobby Lashley et Goldberg et surtout le match de Crown Jewel où Bobby Lashley a fait se tirer méchamment par Goldberg, écrasé dans les décors. Et on a un petit tweet où Lashley nous dit qu'il sera bientôt de retour et que c'est toujours son show Monday Night Raw. Hein, quand il va revenir, il sera plus furieux que jamais, plus impitoyable que jamais. Même un tweet, il nous fait peur, Bobby Lashley. Ce qui dit Euh, bien qu'il compte bien revenir vers les sphères du main event. Ouais, bah clairement, hein. Quand il va revenir, il va tuer des gens. Becky Lynch affrontera Bianca Belair, le titre en jeu, la semaine prochaine. C'est bouclé. Ça sera pas un snuff movie, ça. Ça sera pas Ça- comme avec Bobby Lashley. Non. Euh, Oh, ça peut être violent. Hein. Mais ça peut être violent quand même, ouais. Eh ben, c'est l'heure du main event. Et On y oui. arrive. Et quel main event? Alors, une échelle, hein, 4 participants, un petit contrat accroché tout en haut. Il faut venir le décrocher. Alors, il y a tout le monde qui débarque en ring et celui qui se fait remarquer, c'est quand même Kevin Owens qui se vient en mettant des coups de tête dans les échelles. Hein. Il arrive, il est Ouais, qui hyper s'ouvre le front. motivé, il s'ouvre le front, hein, Voilà. à la manière d'un Goldberg. Et puis derrière, on a un match d'approximativement 22 minutes, me dit le Ouais. Wrestling Observer.
Où il y a tout, il passe des gros spots de fou. Alors il y a notamment Kevin Owens qui s'écrase plusieurs fois sur les échelles. Il y a Rey Mysterio qui va passer à travers une table. Ça ne cesse de se manger des échelles tout au long du match. C'est gros spot sur gros spot. Et au final, c'est l'ignoble Seth Rollins qui va remporter le match. Kevin Owens est à 2 doigts de décrocher le contrat, mais Rollins l'en empêche. Il va essayer de faire une powerbomb sur Rollins, mais Rollins va se dégager, il va le faire passer par-dessus la 3e corde, et puis il va s'écraser sur des chaises là qui avaient été... sur des échelles qui avaient été posées là. Il va défoncer les échelles. Rollins va faire un curbstone aussi sur Finn Balor qui essayait de récupérer le titre pendant ce temps, mais il avait une jambe cassée. Et puis à partir de là, il n'y aura plus personne en lice pour arrêter Rollins, hein, parce que Rey Mysterio était passé à travers une table un peu plus tôt dans le show. Donc on a Rollins, c'est bien lui qui décroche le pompon. Ce sera lui l'aspirant numéro 1 contre Big E. Il y a Big E qui débarque, on aura un petit face-à-face. Et puis après, je crois qu'il y a une interview backstage de Rollins qui dit que c'est son show, en gros, qui sera le nouveau champion. Ils ont du mal à gérer le timing, je pense, à la fin. Mais en tout cas, je me dois de dire que c'était vraiment un match énorme. J'ai presque envie de dire un des matchs de l'année. Est-ce que tu as été aussi convaincu que moi, mon bon tonton? C'était un match excellentissime. C'était vraiment, alors là, du pur bonheur. Là, super line-up. Ouais. Un match All-Star pour terminer un Monday Night Raw. Ça peut être que du plaisir. Et là, franchement, avec que des mecs qui ont des CV sur des matchs à l'échelle, mais de fou, quoi. Les 4. Tu les prends les 4 individuellement. Tous, ils ont des CV sur les matchs d'échelle, mais c'est un truc de malade. Donc là, on a eu un truc avec des spots. Le Rere, quand même, qui encore à son âge se fait passer à travers la table par KO. Incroyable, Rey Mysterio. KO est incroyable tout au long du match. Ouais, KO est incroyable. Alors lui, c'est dingue là, parce qu'il fait rien pendant 6 mois. Il vient, et à chaque fois, il fait un match où il va se défoncer le dos, il va prendre les plus gros spots. Là, il s'est encore mangé 5 ou 6 fois les échelles dans le dos. Et puis lui, avec Balor comme avec Rollins, il y avait là en plus entre les 4, c'est ça aussi, c'est qu'il y avait différentes rivalités croisées de différentes époques. Tu vois, et puis tu vois toutes les possibilités qu'on a si on commence à... Alors, mais c'était fou quoi. Et parce que Seth Rollins KO, ça nous avait donné un match à WrestleMania d'anthologie quoi. Et non, mais vraiment, enfin, vraiment le line-up était tellement formidable quoi. Et là, les mecs se sont envoyés. Alors Finn Balor aussi, qui est habitué aussi à se prendre des gros spots sur les échelles. Lui qui gagne quasiment jamais de match de l'échelle, je crois. Et à chaque fois, par contre, il fait partie de ceux qui prennent les plus gros spots. Et ça n'a pas dérogé, hein. Il a encore pris cher Balor, quoi. Sans sacrifice. Après, le Rollins, lui, continue dans son catch malin, quoi. C'est-à-dire que lui, combien de fois il va esquiver des gros coups quand il va faire, il frôle de se prendre un pile driver par KO, mais il réussit à s'en dégager. Et finalement, il va dégager KO par-dessus la 3e corde pour le faire retomber sur l'échelle placée entre l'éperon et la table des commentateurs, là. Et c'est Balor qui va vouloir en profiter, mais Rollins, il le tire au sol pour lui porter son stomp. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est malin, quoi, tu vois. Tu te dis, ouais, ok, il gère le truc, il a tout analysé la situation. KO est dans la merde, Balor veut en profiter, mais Rollins du coup, c'est sur Balor qui porte son attention et le curbstone victorieux, j'ai envie de dire presque, parce qu'après c'est la formalité pour monter l'échelle. Et du coup, quel match quoi, combien t'as dit 22 minutes quoi, quel match. Alors après le finish. Rollins, quand il se retrouve sous le petit entron avec Big E, il va tendre la main quand même avec son rire sardonique là à Big E qui va la refuser. Big E, il est étrange, quoi. Il l'applaudit. Il hoche la tête. Je le trouve pas très dominant, tu vois, là-dessus, quoi. Qu'il se renouvelle un petit peu, Big E. Il faut qu'il nous montre le Big E champion, là. Parce que là, on reste sur le Big E du New Day. Parce qu'il y a un petit détail physique quand même, c'est que Big E, il est très massif. Il a une poitrine incroyable, des épées, un coup de buffle et tout, mais il est assez petit.
Ouais. Et finalement, là, il est dans une catégorie. Là, il se retrouve face à un Seth Rollins qui est assez grand quand même, quoi. Ouais. Qui a un beau gabarit, quoi, un Seth Rollins, hein, mine de rien. Mm. Ouais. Qui dépareillait pas quand tu le voyais face à des Roman Reigns ou des choses comme ça. Ouais, Donc, non, c'est un grand gaillard. Hein. et du coup, Big E, tu vois, il m'a semblé un petit peu écrasé par la situation. Pas Mm. assez dominateur en tant que WWE champion. Il sort d'une grosse performance. Il a battu Drew McIntyre, il a battu Lashley, il a encaissé son Money in the Bank, tu vois. Le mec, il devrait être, là en ce moment, tu vois, il devrait être archi dominateur, quoi. Et en plus, il est mainstream, il passe bien. Il était au match de Tyson Fury et tout ça. Il a eu une belle ovation par le public et tout ça. Ah, et du coup, tu vois, ça m'a fait un peu tiquer, moi, à la fin. Mais au sortir d'un tel main event, d'un tel match, un des grands matchs de l'année à Monday Night Raw, ça c'est sûr. Un des plus grands matchs de l'année, je me rappelle. Pour moi, à Raw, il y a eu deux matchs aussi. Il y a eu un Drew McIntyre versus Sheamus. Il y a eu un triple menace Damian Priest, Sheamus, Drew McIntyre aussi, qui est assez monstrueux, quoi. Ouais. Et j'avais beaucoup aimé Orton contre Lashley, moi aussi. Ah oui, le Orton Lashley aussi, ouais, exact, ouais. À Monday Night Raw, ça aussi, ouais. Ouais. Avant exact. que Biggie cache, le soir où Biggie a caché la mallette. Ouais, tout à fait, ouais. Un excellent match, Orton et Lashley. Ouais, exactement, ouais. Et donc, du coup, bah là, ça rentre dans la catégorie un peu dans le top 5, en tout cas, des matchs de l'année à Monday Night Raw, pour moi, hein. Clairement, là, on était à un haut niveau. Là, on avait du main eventer dans le ring et ça se voyait, quoi. Ouais. Là, il y a sans commune mesure avec le reste de ce qu'il y a. Alors, il y a eu, les matchs étaient brefs, hein, ce soir. Oui. Donc, c'est difficilement comparable. Mais là, c'était vraiment la classe au-dessus. En plus, comme c'est un match télé, qu'il y a les pure pub et tout, ils avaient tendance à aller un peu plus vite que dans un match de pay-per-view, par exemple. Donc, c'était sympa de les voir sortir leur beau catch tout en tenant un rythme bien soutenu, là. Non, j'ai vraiment adoré ce main event. Ils ont eu une belle audience au final parce que pour un Monday Night Raw en pleine guerre avec la NFL, là, parce que quand tu penses que le match de la NFL a fait 11 millions pour un soir quasiment, tu vois, de saison régulière, 11 millions, ils ont fait le vampire, quoi, des ratings, quoi. Mais Monday Night Raw fait un 1 658 000, ce qui est pas si mal, hein, si mal, hein. Plus que la semaine dernière déjà. Quand t'as un vampire, comme la NFL et quand tu sais que la NBA a reprise aussi, la MLB, c'est la période difficile. Pour la WWE, là, c'est la période très très dure là. Donc là, mais malgré tout, quand tu vois les ratings de SmackDown, hein, qui sont toujours bien hauts et tout. Ouais, donc des ratings pas mauvais pour Nitro, c'est toujours la troisième qui fait baisser la moyenne. Oui. Mais ça, c'est normal parce que forcément, ça dure 3 heures. Les gens vont se coucher. Hein, au bout d'un moment. C'est l'heure du mot de la fin, j'ai envie de dire. On doit donner un top, on doit donner un flop et puis on doit donner une note. Alors, tout à fait. Qu'est-ce que tu as préféré, qu'est-ce que tu as moins aimé et qu'est-ce que tu vas le noter? Comment tu vas le noter? Alors, écoute, déjà, j'ai noté l'avis de mon papy. Et qui nous a donné son avis hebdomadaire. Et c'est parti pour son top. Non, il a enchaîné d'entrée. Top, le main event qui a fait le taf et le rôle de fil rouge. C'est vrai ça en fait, parce que c'est vrai que tout au long du show, le flop, Queen Zelina qui éclate une fille qui fait 5 fois son poids, Carmella qui dit qu'elle a un plan, mais que dalle, un plan de mariage, papy, je te dis qu'elle a. J'ai rien contre ces personnages heal, mais il faut quand même qu'elles gagnent en crédibilité dans leur illitude là. C'est pas avec leur physique qu'elles seront une menace, je suis bien d'accord avec ça, sauf pour l'ex de Corey Grave, mais passons. Alors c'est plus son ex, mon cher papy. Il faut suivre, voici ou Gala, mais ils sont engaged. Et sa note à notre ancêtre, c'est un 3,5. Un 3,5. Le main event remonte grandement la note et j'espère que les autres rivalités et les autres shows en prendront de la graine. Donc, un papy satisfait. Mon boring side, je crois, là. Bah ouais. Écoute, quand même. C'est difficile de pas être satisfait avec ce Monday Night Raw cette semaine. Je suis d'accord. Bon, bah écoute, moi je vais renchérir au papy, hein, de toute façon. Puisque moi aussi, je vais donner mon top au main event, même si j'ai beaucoup aimé le championnat par équipe. J'ai beaucoup aimé l'opener aussi, qui était sympa. Le match, le triple menace avec les 3 équipes, là. Ça, c'était cool aussi. J'ai un truc qu'aurait presque pu prendre mon top, c'était ce qui se passe entre Becky et Bianca.
Moi, j'ai vraiment kiffé leur segment de A à Z, les kendo sticks, la totale, la promo de Bel Air, là, que je trouve vraiment là au micro, là, il y a eu un truc là qui est passé, qui est bien passé en tout cas auprès de moi. Et donc c'était vraiment sympa ça. Donc, mais je vais quand même donner mon top au main event pour la bonne et simple raison que là c'est un truc exceptionnel qui s'est passé, exceptionnel qui s'est passé dans ce Monday Night Raw, quoi. Là on a eu un main event avec quasiment j'aurais envie de lui mettre un 5 étoiles quoi au main event quoi. C'est vraiment pour moi un des matchs de l'année, un des matchs où j'ai le plus kiffé, avec une intensité incroyable, un timing parfait, des spots, voilà, des mecs à fond, du palmarès qui en dégueule de partout. Enfin, qu'est-ce qu'on peut demander de plus quoi que de finir un simple weekly, j'ai envie de dire, tu vois, du 25 octobre 2021. Eh ben on s'est tapé un superbe. Franchement, j'étais allongé peinard dans mon canapé. Et je me suis régalé, quoi, tu vois, quoi. C'était la régalade, ce main event. Donc, vraiment, un top pour ce main event. Mon flop, oh là 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 là, alors là, mon flop, j'hésite, moi aussi, j'hésite avec Zelina, machin. Mais je crois que je vais donner mon flop plutôt à Carmella, Liv Morgan, quoi, pour la redite, voilà, elles ont quitté SmackDown pour aller à Raw, elles refont exactement la même chose à Raw, quoi. Quasiment, j'ai presque envie de dire à la seconde près au niveau des matchs. Donc c'est assez triste. Donc voilà, mon flop vont à elles et c'est dommage parce que je suis sûr qu'on aurait atteint un 4 sinon, mais moi je vais lui mettre quand même une bonne note à ce Monday Night Raw et je trouve que de toute façon, je l'avais déjà signalé la semaine dernière et la semaine d'avant, donc là ça fait la 3e semaine consécutive que je trouve que Monday Night Raw revient bien là, se chauffe un peu là pour cet automne et c'est pas plus mal. Et moi je vais lui mettre un 3,75 à ce Monday Night Raw. Voilà. Ouais, effectivement, moi je te rejoins. Il y a rien que j'ai pas aimé en fait dans ce Monday Night Raw. Je me suis pas ennuyé, ça fait longtemps que j'ai pas réussi à regarder un Monday Night Raw d'une traite comme ça. J'avoue que j'ai zappé un petit peu les dernières semaines, donc je ne saurais pas comparer aux dernières semaines, mais je suis content de revoir quelques nouvelles têtes, même si justement t'as pas vu depuis quelques semaines. Du coup, toi, tu l'as vu avec vraiment paf le renouvellement, les vignettes consacrées à tel ou tel mec. J'ai vu qu'à NXT il se passait un peu la même chose aussi. Gros renouvellement à NXT. Hein, je vais pas faire de spoiler pour Halloween Havoc, mais j'ai été assez surpris. Je l'avais pas regardé depuis assez longtemps. Donc du coup, je m'étais dit, le Halloween Havoc, je vais le regarder. Et alors même s'il y a 2-3 passages, il y a un spot de l'échelle avec Yoshirai. Je sais pas si tu l'as vu, mon bon Ringside. Pas encore. Ah là là là, bah écoute, il y a juste un spot de l'échelle qu'il faut que tu vois. C'est juste qu'il est phénoménal ou ça botche? Il est les deux à la fois. Voilà, c'est un peu les deux à la fois. Et donc voilà, donc j'ai été assez surpris de ce renouvellement. Et donc du coup, finalement, je pense que tu as regardé ce Monday Night Raw comme moi j'ai regardé ce Halloween Havoc de NXT. Ouais, bah écoute, NXT c'est encore le dernier truc que j'ai regardé. Je suis un peu intrigué. C'est aussi un petit peu long NXT, on va pas se mentir. Mais au moins il y a du renouveau. Il y a des trucs qu'on n'a pas vus, donc c'est toujours sympa. Bon, mon top, évidemment, je vais donner au main event. Hein, puisque c'était un des matchs de l'année, hein, pour moi. Tout confondu. Le flop, je suis bien embêté, je sais pas trop. Le coup de sceptre de Zelina Vega, qui était vraiment pas très bien exécuté. Ah oui, c'est vrai, ouais. Hein, c'était un peu mou. Hein. Ouais. Voilà. Et alors, j'ai donné un 4 à SmackDown. Alors, je suis obligé de donner plus à Monday Night Raw parce que c'est beaucoup mieux que SmackDown. Oui. Donc, je vais devoir donner un 4,25. Hein. Moi, j'ai donné qu'un 2,5 à SmackDown ce week-end. Ouais, mais c'est pareil, j'avais pas vu SmackDown depuis longtemps. Je trouvais que c'était pas mal, j'étais content. Voilà, donc un 4,25 pour ce Monday Night Raw. Des belles notes. Ouais, non, mais là, moi, quand c'est bon, c'est bon. Hein. Mais oui. On va pas tourner autour du pot. Hein. J'espère qu'ils vont tenir. Si on a un épisode comme ça toutes les semaines, moi, je suis. Ah bah moi, avec des main events de cette qualité-là, avec un main event féminin où ça s'enchaîne comme ça s'enchaîne en ce moment, ouais. Ah bah moi je suis preneur tous les lundis là, il y a pas de problème là. Non mais là je te dis, moi ça fait bien 3 semaines déjà que je me dis Monday Night Raw ça va mieux, ça va de mieux en mieux et j'espère que ça va tourner. J'ai l'impression que dans la Tag Team Division ils se sont décidés un peu à faire des choses. C'est une sacrée division tag team qu'ils ont quand même. Mais ouais, s'ils déconnent pas avec tous les mecs qu'ils ont là, ils ont vraiment moyen de faire un truc vraiment sympa dans cette division là. Et chez les filles, il faut voir un peu ce que va devenir un peu Rhea Ripley.
elle va sortir un peu de la tag team là et qu'elle va arriver en individuel. Ouais, il y a un peu tout à refaire avec Rhea Ripley. Hein, ouais, à Rhea Ripley, il y a une reconstruction de personnage un peu à faire. Mais si tu veux, il y a Shayna Baszler, il y a ces deux filles là, tu vois, pour moi Shayna Baszler et Rhea Ripley. Et puis voilà, la suite, c'est pas mal. Enfin, vraiment, franchement, un lundi comme ça, j'en veux tous les lundis. Ouais. Et ben, on espère qu'on aura le même lundi prochain. Je vous rappelle, on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Qu'on est aussi sur YouTube, évidemment. Alors, si c'est pas le cas, abonnez-vous quand même. On a plus d'abonnés depuis un moment de nouveau, là. Passe. Personne nous découvre, c'est ça? Donc partagez l'émission un peu si vous connaissez des gens qui aiment bien le catch, n'hésitez pas. Recrutez. Voilà, recrutez. Mais surtout, soyez là en fin de semaine ou début de semaine prochaine pour la review de SmackDown. Mettez des pouces, hein, ça nous fera plaisir. Mettez des commentaires si vous avez des choses à dire. Si vous voulez qu'on change notre formule, hein, n'hésitez pas. On ne vous écoutera pas, mais c'est toujours bien de donner son avis. Qu'est-ce qu'on est sur les réseaux sociaux là, @catchupcdc, on est sur Facebook aussi, sur Instagram. Mon bon tonton, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, mon ignoble Ringside. C'était un plaisir d'être en tag team partner avec toi pour reviewer un bon Monday Night Raw. Ça fait toujours zizir de pouvoir analyser, expertiser et déglinguer des fois. Mais là, c'est pas le cas. Non, là, on est ravis. Là. On a le sourire, la banane. Avec un main event de déglingos. Et ça fait plaisir. Donc, merci pour ce hosting. Et puis, on espère que quand on se retrouvera sur le show rouge, ça sera pour la même qualité. Exactement. On aura le show bleu à vous. SmackDown, hein, à vous raconter avant. C'était un plaisir partagé, évidemment, de faire cette review avec toi. Partager avec tous nos amis, nos auditeurs, hein, les amis. On espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, une excellente journée, une excellente matinée. Vive le catch et à bientôt, les amis. Ciao, tonton. Vive le catch. Salut Ringside. Salut peuple de catch. Hop. La grenouille. Oh. Référence grande section maternelle.